Pascal Lagesse, vous êtes l'auteur de ce petit livre qui a un titre assez long. Petites histoires qui font sourire, peut-être rire, ou pourraient vachement plomber l'ambiance. De quoi s'agit-il exactement? Je lis sur la couverture de dos, je cite, « Je rêve énormément, de nuit comme de jour. Ces histoires sont venues à moi en rêve. » Fin de citation. C'est une collection de 10 petites histoires qui sont effectivement venues pour la plupart en rêve. D'autres, ce sont des idées que j'ai eues plutôt éveillées. Mais allons dire que, comme je vous dis, je rêve beaucoup. Beaucoup, mais vraiment beaucoup. Alors, il y a certains qui sont inavouables et que je ne pourrais pas écrire, mais il y a d'autres qui sont par contre des débuts ou des milieux d'histoire qui me décident à mettre, à écrire. Et ces histoires-là, je les ai écrites sur une période de 15 ans à peu près. Et c'est resté dans mon tiroir, où ils étaient bien au chaud pendant un long moment. Et je n'ai jamais voulu publier parce que je sais pas, j'avais peur, tout ce qui arrive à un auteur, j'imagine. Donc j'avais décidé de ne pas publier. Et puis j'ai fait lire une des histoires à Gilbert Annie, qui m'avait dit mais il faut publier. Et je lui ai dit non. Et puis je lui ai dit peut-être. Et puis je lui ai dit non. Et puis peut-être. Et puis oui. Donc, ça a pris un peu de temps avant de prendre une décision finale. Donc, et puis, voilà, les livres sont sortis. Mais généralement, j'ai des rêves qui sont complètement hétéroclites, ce qui fait que le livre est hétéroclite, avec des histoires qui sont dans des mondes complètement différents, des pays différents. Alors, c'est vrai que c'est traditionnellement des livres, des nouvelles, allons dire, vous avez une certaine continuation dans les histoires. Là, il n'y a aucune continuation et je revendique cette erreur bien volontiers. Pascal, présentez-nous très brièvement une des histoires qui font sourire. Alors, une des histoires qui font sourire, je prendrai la première histoire qui s'appelle « Le sommeil du sultan ». C'est une histoire qui m'est arrivée encore une fois en rêve. Et quand je me suis levé, je me suis dit « Waouh, voilà une histoire qui est sympathique, mais qui n'est pas une histoire humoristique. Ça ne fait pas rire, mais par contre, ça vous donne une certaine nostalgie d'une époque. Ça vous fait sourire parce que vous auriez voulu être là, voir ce personnage que je ne pourrais pas dévoiler, sinon ça serait trop triste, mais ce personnage qui habite Pamplemousse et dont le destin va être complètement chamboulé par l'arrivée d'un sultan à l'île Maurice et qui va à ce moment-là vraiment changer sa vie du tout au tout. Et cette histoire-là, pour moi, c'est une des histoires qui vont faire sourire, qui ne vont pas faire rire et qui ne vont pas plomber l'ambiance non plus. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire un titre vraiment kilométrique, c'est par rapport à ma grand-mère, Marcelle Lagesse, qui elle faisait, vous allez voir dans ses livres, les titres sont toujours de 5 mots. La diligence s'éloigne alors, c'est toujours 5 mots. Et un jour, je lui avais dit, moi si j'écris, en tout cas, je ferai un titre qui sera au moins de 12. Alors elle m'avait dit, non, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible, ça ne se fait pas. Ben ça s'est fait. Et j'espère que le public m'excusera pour ça. Parce que, juste une petite anecdote, je sais que quand une personne va en librairie, c'est absolument impossible à demander le titre. Alors vous avez petites histoires et après ça on oublie au milieu, on ne sait pas. Enfin bref, ça m'amuse énormément. Et maintenant Pascal, une histoire qui fait peut-être rire. Alors une histoire qui fait peut-être rire, c'est une histoire qui s'appelle le premier sinistre. Le premier sinistre, c'est une histoire qui se passe à l'île Maurice où je deviens Premier ministre. Donc je deviens Premier ministre et l'histoire, je vais pour la première fois à l'hôtel du gouvernement, en fait dans le bureau du Trésor, là où j'ai mon bureau. Et donc l'histoire va se passer au moment où j'ai mon premier rendez-vous
Et là, il y a quelqu'un qui, bien gentiment, vient me voir pour me demander plusieurs choses et me donne en cadeau un lièvre vivant que je reçois avec un grand plaisir. Et à partir de là, ce lièvre va faire un dégât extraordinaire, non seulement dans mon bureau, mais avec les relations internationales, parce que à cause de ce lièvre, moi qui reçois l'ambassadeur du Siam, ça va très mal se passer. Et finalement, je vais finir par mettre le feu à mon bureau, qui va se répandre dans la moitié de Port-Louis. Donc, c'est aussi une façon de dire, surtout, il ne faut pas m'élire comme Premier ministre. Si jamais quelqu'un a l'idée, qu'il change d'idée, parce que ça n'est pas une bonne idée. Alors, donc ça, c'est vraiment une des histoires qui va pouvoir, et je ne peux pas dévoiler tout ce qui se passe, mais à partir de ce lièvre, là, ça va aller vraiment, vraiment très, très mal. Finalement, Pascal, présentez-nous une histoire qui pourrait vachement plomber l'ambiance. J'arrête de sourire. Alors, une histoire qui pourrait vachement plomber l'ambiance. Alors ça, pourquoi j'ai mis ça dans le titre au départ? C'est parce que, comme vous connaissez mon père qui a écrit, Yvan Largès, qui a écrit des histoires humoristiques, je ne pouvais pas écrire un livre, on va se dire « Ah, sûrement il va faire un livre avec que des histoires qui sont comiques ». Alors c'est pour ça que j'ai glissé le fait que certaines pourraient plomber l'ambiance. Alors il y a une histoire qui me vient en tête qui s'appelle « Le monsieur dont je vous parle ». Et c'est l'histoire en fait d'un personnage qui va partir allons dire, dans un monde parallèle, certainement dû à un genre de coma, et il va rencontrer son passé qui va venir lui parler et qui va venir lui demander mais pourquoi il est dans l'état où il est, parce qu'aujourd'hui il a 60 ans, il a travaillé toute sa vie, il n'a pas donné de considération à ses enfants, il a mis sa carrière en premier et aujourd'hui dans sa vie, il lui manque quelque chose d'essentiel pour pouvoir réussir, entre parenthèses, cette vie. Lui, il pensait réussir une vie, c'était simplement avoir des sous, avoir une grande maison et pouvoir avoir une vie confortable, mais il a un manque en lui, quelque chose qui vraiment pourrait lui donner cette réussite. Et donc ce monsieur va s'interroger, il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à être heureux dans cette vie où il a tout. Et en fait, ce personnage du passé va revenir plusieurs fois tous les jours. Et chaque fois que le personnage revient, il a vieilli lui aussi. Donc, ce qui fait que son passé qu'il regardait et qui avait 30 ans, à la fin, quand il le regarde, le passé à 60 ans comme lui, et c'est là qu'il voit tout le temps qu'il a perdu à vivre une vie et à courir derrière le succès et l'argent, au lieu de penser aux choses qui sont proches de lui, comme la famille, comme des choses les plus importantes qui donnent une joie dans une vie. Christine Annie, vous avez fait paraître avec Christine Renard ce livre, Les Mauriciens dans la Grande Guerre, 1914-1918, aux éditions Vis-à-vis. Pourriez-vous rappeler aux téléspectateurs pourquoi cette guerre a éclaté? Cette guerre a éclaté en 1914. En fin juin est assassiné l'archiduc François-Joseph d'Autriche-Hongrie. C'est l'étincelle de la guerre. Après, vous aurez toutes les puissances européennes qui vont se situer l'une en face de l'autre, ces différentes puissances, et vous aurez ainsi les déclarations de guerre début août de l'Allemagne à la France, de l'Angleterre à l'Allemagne, chaque bloc ayant ses alliés. Donc côté allemand, c'est plutôt l'Autriche-Hongrie et très vite l'Empire ottoman. De l'autre côté, vous avez la France, la Grande-Bretagne, la Belgique et d'autres pays. Il faut savoir que ce sont des puissances européennes, grandes puissances comme on les appelle à l'époque. Et cette guerre qui n'aurait pu être qu'européenne devient immédiatement, dans l'instant des déclarations de guerre, elle devient mondiale. Tout simplement parce que ce sont des grandes puissances qui sont aussi des empires coloniaux et qui entraîneront
tous les pays dans cette guerre. En fait, on en compte 72 qui se sont engagés volontairement ou non en tant que colonie, mais c'est une guerre qu'on appelle mondiale pour cette raison-là. Christine, parlez-nous de ces Mauriciens engagés dans la Première Guerre mondiale. Combien étaient-ils et combien sont revenus à Maurice? Alors on va essayer de faire ça en 2 ou 3 séquences. La première séquence, quand il y a la déclaration de guerre, tous les Mauriciens, 100 ans plus tard, on a du mal à s'imaginer, veulent partir à la guerre. C'est un choix d'une époque, c'est des comportements, c'est des idéaux qui sont tout à fait différents 100 ans plus tard. On a du mal à imaginer que dès la déclaration de la guerre connue à Port-Louis, toutes les associations, tous les notables écrivent au gouverneur ou au consul de France pour dire « nous sommes prêts ». En fait, la Grande-Bretagne, puisque Maurice est une colonie britannique, ne souhaite pas mobiliser les hommes à Maurice. Donc, dans un premier temps, ne partent que des volontaires qui auront à payer leur passage, à payer leur barda et à s'engager dans une guerre qui paraît lointaine, puisqu'elle se passe en Europe. Donc, on n'y va pas en une journée ou en 3 jours, on prend plusieurs semaines pour y aller. Ces hommes-là, on peut les estimer à peu près à 500, 600. Nous avons déjà des Mauriciens qui se retrouvent en Australie ou en Afrique du Sud et qui partiront des pays où ils sont. De même que vous aviez des Mauriciens étudiants à Londres ou à Paris qui se sont engagés dans les différentes armées. Donc il y a 2 choses. Il y a les hommes qui quittent le territoire mauricien avec un immense courage pour aller loin, dans presque des terres inconnues pour certains. C'est une découverte de l'Europe par la guerre. Pour d'autres, ils y sont déjà. Donc là, on peut encore estimer à peu près 1000 hommes qui partiront dans l'armée australienne. Dans l'armée indienne aussi, on est dans un empire. Hein. Il reste 1500 hommes qui, eux, vont s'engager beaucoup plus tard, en 1917, dans le bataillon des travailleurs engagés. Ils sont artisans, ils sont cuisiniers, chauffeurs de camions, surveillants d'usines de munitions. Ces hommes partent et eux ne reviendront souvent qu'en 1920. Ils partent puisqu'après il y a l'occupation britannique. Ces hommes sont partis dans ce qu'on appelait le front de Mésopotamie, qui est aujourd'hui l'Irak. Donc voilà. Après, il y a un nombre d'hommes dont on n'a absolument pas trop les chiffres. C'est la Mauritius Volunteer Force qui, elle, reste à Maurice. Des Mauriciens sont engagés régulièrement par les forces britanniques pour surveiller les côtes mauriciennes. Eux ne quittent pas le territoire et on n'a pas de liste officielle. Donc, on estime à 3000 les hommes engagés dans la guerre. On estime, nous avons fait par un travail pédagogique avec les élèves de l'école du Centre et du lycée Léa Bourdonnais des croisements de listes et de noms. On arrive à 2400 noms identifiés. Alors à peu près 170 hommes sont morts à la guerre, dont aussi une femme infirmière, Margaret Gibson. Contrairement à certaines commémorations qui véhiculent des valeurs martiales, pour reprendre une expression de Noam Chomsky, votre livre, rassurez-moi, ne fait pas l'apologie de la guerre. Non, il ne fait absolument pas l'apologie de la guerre. D'abord, il a été un projet pédagogique au départ, hein, il faut toujours le rappeler. Donc nous offrons avec Christine Renard une collecte de documents. Nous ne sommes pas historiennes, nous ne sommes pas chercheuses, nous avons fait des recherches. On aime beaucoup cette nuance, puisque aujourd'hui nous offrons tout ce matériel que nous avons voulu plutôt grand public, mais ceci étant, vous avez des carnets qui alternent les chapitres avec les documents d'origine, des lettres de Mauriciens par exemple, qui permettent une analyse un peu, alors ça c'est un autre travail, des valeurs de l'époque, de ce qui a été véhiculé dans une histoire coloniale, de ce qui a été retenu ou pas. Ça sera plus un travail d'historien. Nous on a collecté, on a travaillé avec des élèves mauriciens, parce qu'on s'était aperçu que c'était un pan de l'histoire méconnu. Alors on ne fait pas l'apologie de la guerre, on restitue une partie de l'histoire, ce qui est quand même très important dans tous les pays du monde, entre les histoires nationales. Il faut aussi qu'il n'en manque aucun morceau. Et nous collectons, donc c'est quand même une lecture assez croisée. Nous essayons d'avoir plusieurs points de vue dans Maurice, et c'est la guerre du point de vue mauricien, avec les documents que nous apportons. Donc ça ne peut pas donc être l'apologie de la guerre, c'est une page d'histoire mauricienne et une chronologie des événements. Une dernière question, Christine, une question à la lumière de la lecture de Frères d'âme de David Diop.
l'un des 4 finalistes du prix Goncourt 2018. La guerre conférant une illusoire légitimité à la violence, quelles sont les séquelles psychologiques et surtout morales sur les survivants mauriciens de la Grande Guerre? On va dire que les survivants de la Grande Guerre sont marqués dans leur chair, mais aussi dans leur mémoire, dans leurs esprits. Ça a été une violence inouïe. Les guerres sont rarement tendres et faciles. Elle a surtout surpris au départ, puisqu'on n'était pas équipé pour cette guerre, c'est ça qu'il faut rappeler. On y est allé avec des casquettes, alors qu'on était dans des tranchées, il n'apparaissait que la tête. Donc qu'on soit pour ou contre la guerre, ces hommes-là y étaient, ils devaient y aller. Et donc quand ils prenaient une balle dans la tête, il n'y avait qu'une casquette au départ, la première année. Les armées n'étaient absolument pas protégées. Les états-majors ont vite rétabli une protection de casque. On va prendre un autre exemple, les gaz qui ont été envoyés. C'est la première guerre chimique, la Première Guerre mondiale. On leur envoie des gaz, les premiers gaz des deux côtés de la guerre. On n'est ni d'un côté ni de l'autre là. On explique la guerre et les gaz qui sont arrivés ont tué d'abord, mais par ailleurs on en garde des traces indélébiles dans le corps. Il faut savoir aussi que c'est une guerre où les hommes sont très proches les uns des autres autour d'un no man's land, donc tout ce qui est au niveau des obus, ça déchiquette les corps, ça défigure à jamais des hommes qui n'ont plus de visage. C'est une guerre qui, alors, on va dire que les États qui ont envoyé ces hommes ont un peu essayé sur tout ce qui a été le corps, on l'a moins caché, on a réparé comme on a pu. Il faut savoir que la chirurgie plastique naît un peu de cette Première Guerre mondiale. Il faut lancer des prothèses, il faut faire des faux nez, il faut envisager de restaurer, il n'y a pas d'autre mot, le corps des hommes, et qu'ils aient une vie sociale possible pour certains, pas pour tous. Et puis ce dont on a beaucoup tu, c'est les effets psychologiques sur les hommes. Sadek Romali, vous êtes l'auteur de Odyssée. C'est un recueil de chroniques situé à Souillac, où vous avez habité pendant environ 6 ans. En effet, dès mon arrivée de Londres en 2012, j'ai habité Souillac jusqu'à 2017. Une période fructueuse, une période poétique, émotionnelle, en symbiose avec les gens du lieu. Et c'était en effet une période fructueuse dans ce sens que j'ai profité de l'âme des gens du lieu. Et pour moi, c'était une sensibilité poétique aussi. D'ailleurs, j'habitais pas loin de la nef. Donc peut-être que l'ombre de Robert Boishat planait sur cet ouvrage. Et en effet, on découvre dans ce lieu historique d'ailleurs, de 3 siècles, l'histoire de Maurice, des gens qui vous ramènent dans le temps, des gens qui vous ramènent dans une authenticité mauricienne que l'on croit avoir perdue, mais certainement pas. Et dans ce sens, les chroniques de Souillac est un testimonial, c'est un aveu de l'authenticité de Maurice, de l'âme mauricienne. On rencontre dans votre livre plusieurs personnes assez pittoresques, à commencer par Tchandar, le facteur de Robert Édouard. Ces chroniques sont des chroniques spontanées. Je n'étais pas à la recherche d'une formule préfabriquée, je n'avais pas une idée précoce de l'écriture, mais j'étais à la découverte des gens et des âmes authentiques de Souillac. Et le facteur de Robert Boishat, Tchandar, était une personne de la première heure. Donc c'est une personne là où je rencontrais, quand je flânais près de la nef, près de l'hôpital de Souillac. Et presque
toutes ces rencontres se sont faites dans le jardin Telfair, dans les rues, dans les coins de rue, dans les varangues des boutiques, chez les marchands, dans les bazars, chez le boucher. Et ainsi, il y avait une note naturelle, il y avait un élan naturel. Et Chandar était quelqu'un que je connaissais personnellement. Et au fil des conversations, il m'est venu à l'idée de lui demander « Est-ce que par hasard vous auriez connu le grand poète Robert Loirat ?» Ben voilà, sa réponse avec un sourire, un silence charmeur. Et il me dit « Tu sais Sadek, je suis celui qui le livrait le courrier chaque après-midi vers 16h ou 17h après l'arrivée du dernier train de Port-Louis, dont le Cernéen et ses courriers. » Et là, les choses prennent une tournure autre. Et là, je m'assois avec lui attentivement et c'est une symbiose historique. Et là, je rentre dans l'ère du temps. Il m'emmène dans les années 40, 50. Il m'emmène dans l'autre dimension du poète, au-delà de ses écrits que je connaissais depuis ma tendre enfance. Et là, je rencontre l'homme que fut Robert Loirat. Et là, c'est l'authenticité de ce témoignage que j'essaie de partager. Et ce fut difficile dans ce sens que trouver la formule juste, trouver le mot juste, trouver la cadence dans le style et honorer une mémoire aussi gigantesque que ce poète de notre île. Et c'était ça en fait, si vous voulez, la sensibilité de cette chronique. Une autre personne qu'on rencontre dans votre recueil de chroniques, c'est Maman Jean-Pierre, qui parle souvent de ses souvenirs des années 40 à Souillac. Alors, Maman Jean-Pierre, Suzette, est une dame jeune de 83-85 ans que je rencontre par pur hasard dans un vernissage d'un grand ami de Berkeley, Mohamed Kadri Bax. Et son énergie, sa présence m'interpelle. On échange des mots, on échange des souvenirs. Et c'était une rencontre presque, je dirais, c'était une destinée. Car c'est Suzette, Maman Jean-Pierre, qui m'inspire en fait la première chronique à Souillac en février 2012. Et elle me raconte les cités ouvrières de Terracine. En guise de lit, on tressait la paille, on prenait 4 morceaux de bois en forme d'Y et on tressait les cordes coco, comme on appelle, et on prenait les sacs de bagages séchés en guise de matelas. Et là, je m'intéresse à ces mémoires d'une autre époque. Et là, je me dis, il faut absolument faire revivre à l'ère contemporaine, il faut faire revivre pour nos enfants et pour la mémoire des anciens ce que vivaient ces gens, ce qu'on appelle la colonne vertébrale de l'économie mauricienne, de notre secteur sucrier, et de ces mémoires perdues, de ces gens qui ont tout donné, corps et âme, sueur et sang, pour que nous arrivions au fait à un moment où nous nous concevons comme des citoyens indépendants. Et cette énergie et l'optimisme qu'il y avait dans sa voix que je décelais, et là, c'est ça qui a finalement été mon inspiration. Et c'était mes premières lignes des chroniques de Souillac.